J'ai joué à la Ligue nationale. Quand j'étais jeune, j'ai vécu tellement de racisme pour me rendre là, tellement d'obstacles. Puis mes parents voulaient pas que je joue, j'étais complètement tout seul. Puis j'ai toujours été super spirituel, j'ai toujours cru à une force divine. Puis quand je priais, je disais toujours, Dieu, si tu me donnes la chance de jouer à la Ligue nationale, malgré tous les obstacles que j'ai en ce moment, je te jure, je vais être redevable quand je vais être plus, quand je vais jouer à la Ligue nationale, puis que je vais faire une différence dans la vie des gens. Je priais comme ça, j'avais 7 ans. Là. J'ai fait des erreurs dans la vie, puis les erreurs dans la vie m'ont forgé, puis ont rendu la personne que je suis aujourd'hui, que j'assume pleinement. Je ferai les mêmes erreurs, puis je revivrai les mêmes racismes que j'ai vécu quand j'étais jeune parce que ça m'a rendu plus fort, ça m'a fait écrire un livre, ça m'a fait donner des conférences pour encourager. Puis il y a d'autres personnes qui ont vécu de la discrimination, donc je changerai absolument rien. L'espérance de vie, c'est quoi, 75-80 ans? On n'a pas de temps à perdre. Quand tu passes ton temps à chercher de l'approbation ailleurs que d'être heureux par toi-même puis d'être simpliste, oublie ça, tu vis pas, tu survis. Puis ça, c'est triste. Je vais beaucoup plus respecter un athlète qui n'a jamais rien gagné, mais qui a un impact sur la planète, à la société, qui a laissé une empreinte positive, modèle, rôle modèle à des jeunes, à ses enfants ou aux gens autour d'eux, que quelqu'un qui s'enrichit à être le plus riche au cimetière puis qui n'a jamais rien fait pour personne. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de Là, on jase. Aujourd'hui, on a littéralement une légende au Québec qui vient nous voir. Quelqu'un qui a grandi à Montréal, que moi, je l'ai vu jouer au hockey pendant toute mon enfance. Quelqu'un aujourd'hui qui se bat pour les bonnes causes. Quelqu'un d'influent. Puis juste une bonne personne en général. Fait que j'ai vraiment hâte de rentrer dans la conversation. Sans plus tarder, je vous présente Georges Laraque. Merci de l'invitation. Salut, Georges. Merci d'être là. Ça fait plaisir, Nicolas. Caroline, on dirait que c'est comme surréel de t'avoir ici. c'est même pas des jokes. Moi, je te regardais, petite blague à part, là, avant je te regardais quand tu jouais pour le Canadien puis l'Oilers. Puis mon père, il aimait ça de voir te battre. T'sais. Puis lui, là, il était à côté de même. Là. On dirait qu'il se battait pour toi. Là, il évitait les points, c'était écœurant. Fait que, bref, puis là, quand il te voyait embarquer sur la glace, là, en tout cas, bref, j'y ai dit que je te parlais aujourd'hui, puis... Ah, tu diras salut. Il en revenait comme pas. Fait que, bref, c'est vrai que je trouve que t'es toute légende. T'as marqué la Ligue nationale au complet. Je pense que tout le monde, à travers le monde qui écoute du hockey, connaissent Georges Laraque. Ouais, mais c'est juste parce que, tu sais... Quand tu dis légende, je n'utiliserai pas le mot légende, mais c'est juste que quand tu es un homme fort, c'est tellement populaire, puis ça a été énormément dans mon temps. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que... je pense qu'il y en avait beaucoup d'hommes forts. Ouais, il y en avait beaucoup. Mais t'es peut-être celui qui a eu le plus d'impact. Ben, tu sais, j'aime pas ça, mais tu sais, dire que j'ai eu le plus d'impact ou le meilleur, quoi que ce soit, je laisse les gens venir avec cette conclusion-là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que j'avais une excellente réputation, puis avoir joué pendant 13 ans dans la Ligue nationale, puis faire ça, tu sais, c'est parce que quand il y a un but dans le hockey, des fois, quand tu regardes les highlights, tu vas pas voir tous les buts. Mais quand il y a un combat, tu vois les highlights au complet. Ouais. Puis ça, tu sais, pour beaucoup de personnes, tu sais, c'est très populaire. Il y a des sites de ça. Les sites les montrent. Tu sais, c'est en ligne tout le temps. Ça amène une excitation. Puis quand ça arrive souvent avec quelqu'un, puis ça va bien, mais souvent les gens en parlent un peu plus. J'ai regardé tes highlights en plus. Je pense que t'es le premier qui sort en plus des highlights de bataille. Non, c'est sûr, si tu regardes mes highlights en ligne, c'est des batailles que tu vas voir en premier, pas des buts. Ça, c'est ouais. Puis quand tu fais... Parce que t'en as fait quand même une coupe avec le Canadien, je pense. Ça se peut-tu? Ouais, j'en ai... Quand tu faisais des buts, c'était... Oui, mais tu sais... C'est sûr que, tu sais, j'étais pas là pour marquer des buts, quoique même si j'en ai fait une coupe et j'ai un tour de chapeau aussi. Ouais. Mais, tu sais, mon travail avant tout, c'était de défendre mes coéquipiers puis de changer le momentum des parties, quoi que ce soit. Donc, c'est arrivé souvent. Puis, je me compte vraiment chanceux aujourd'hui d'avoir souffert d'aucune commotion, d'avoir aucun problème lié au combat parce que c'est pas le cas pour tous mes pairs qui ont fait le même travail. C'est quand même, parce que là, aujourd'hui, dans la Ligue, ça existe beaucoup moins, je pense, que dans le temps. Ah non, il y en a, non, c'est pas la même chose. Il y en a beaucoup moins. Dans mon temps, il y avait peut-être 2 hommes forts par équipe. Puis, pourquoi est-ce que ça l'a changé autant? Pourquoi est-ce que dans ce temps-là... Ça l'a changé parce que dans la NFL, tu sais, les problèmes de commotion qui est arrivé, puis les poursuites envers la Ligue, envers la NFL, puis des poursuites de millions, puis les séquelles que les joueurs ont eu par rapport au quoi la tête, les plaqués. Dans la NFL, on a mis beaucoup de règles pour rendre ça moins physique parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont eu des séquelles par rapport à ça. Donc, le hockey, on voit déjà qu'il y a eu des poursuites avec d'anciens
bagarreurs qui ont des problèmes de commotion qui poursuivent la Ligue aussi. Donc, la Ligue, pas juste pour la sécurité des joueurs, mais aussi pour leur propre sécurité par rapport aux blessures que ça peut engendrer, on a mis beaucoup de règlements pour rendre ça beaucoup plus sécuritaire que ça l'était dans le temps. Est-ce que c'est quand même essentiel aujourd'hui d'avoir un renforceur dans une équipe ou pas vraiment? Non, pas comme avant. C'est bon d'avoir des gars qui sont capables de défendre leur coéquipier, tu sais, capables de faire le travail tout en étant capable de jouer au hockey, mais un gars comme dans mon temps qui est là strictement pour faire ça, maintenant, on n'en verra plus parce que le hockey a tellement changé que c'est plus comme ça maintenant. Mm-hmm. Wow. Puis, incroyable, c'est complètement fou. Le hockey, évidemment, il a changé beaucoup. Qui aujourd'hui, dans le Canadien, mettons, qui est là pour protéger? Parce que moi, j'écoute plus le hockey. Là, pas mal depuis que t'es parti, j'écoute plus le hockey. Ben, c'est sûr que le meilleur protecteur du Canadien, c'est Arber Xhekaj. De loin, c'est lui. C'est un des gars les plus respectés dans la LNH en ce moment. Puis depuis qu'il fait partie de l'équipe, il y a beaucoup plus de respect envers les joueurs du Canadien. Des plus respectés de la Ligue. Un des plus respectés. Ouais, Xhekaj est top 5 des meilleurs pugilistes qui existent dans la LNH en ce moment. Puis il a servi des bonnes corrections qui font en sorte qu'il a une excellente réputation. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça donne beaucoup d'espace aux joueurs étoiles du Canadien qui maintenant peuvent se sentir plus en sécurité. Puis il y a moins de coups vicieux qui se font donner à leur endroit. Incroyable. On va plonger un peu plus dans le vif du sujet. Puis je veux pas juste qu'on parle de hockey, je veux qu'on parle aussi de toutes tes causes, le végétarisme. Il y a plein de belles causes pour lesquelles tu travailles. Même dans le temps que tu jouais au hockey, tu étais beaucoup là pour les gars, hein, pas juste sur la glace, mais à l'extérieur de la glace. Mais avant de se lancer là-dedans, on a un segment avec notre sommelier. Où ce qui nous fait déguster une bouteille de vin. Donc, on va siroter ça va alléger l'atmosphère. Il n'y a pas de problème, c'est déjà allégé. Si ça ne te dérange pas, on va accueillir M. David Léon. Enchanté, Georges. Ravi de faire ta connaissance. C'est un plaisir. Merci d'avoir dit oui à l'invitation. Merci d'être là. Mois après mois m'inviter à ton podcast. On cache la bouteille, j'aime ça faire découvrir, d'accord? Super. Dans un premier temps, moi, je suis un passionné de vin. Et puis, je trouve que c'est un partage, c'est une émotion. Je bois jamais seul, j'ai jamais bu seul dans ma vie. Et puis, donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va sentir, on va essayer de trouver des arômes naturels, on va voir ce qu'on sent. Et puis après, on passe en bouche, ça va pas durer bien longtemps, mais c'est pour faire voir aux téléspectateurs qu'il y a possibilité d'avoir du plaisir avec du vin, qu'on trouve à la SAQ un rapport qualité-prix abordable pour tous. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif, là. On a une belle robe, là, qui est déjà un petit peu orangé. Je ne sais pas si vous le voyez ici sur la vidéo, mais un petit clin d'œil à Stéphanie, ma femme, c'est son vin préféré à la SAQ. Ouais, donc je préférais le dire, et puis je la salue au passage, parce qu'elle a fait le choix du vin avec moi pour cet événement spécial. Donc on peut déjà... juste à la couleur, donc j'ai le petit côté orangé là. Pourquoi? Parce que c'est un vin déjà qui est vieilli, l'oxygénation a déjà eu lieu. C'est pour ça qu'on n'a pas de couleur vive, rouge vif ou pourpre. On a quelque chose d'un peu plus transparent, d'un peu plus clair. Donc ça va définir que le vin était déjà un petit peu oxygéné par lui-même naturellement avec le bouchon de liège. L'alcool est déjà parti. Oh, par contre, il est top. Hein, ouais. On va demander à Georges, voir qu'est-ce qu'il sent comme arôme. Ben, un arôme fruité. J'ai tendance à dire les agrumes. Agrumes, pas vrai? Non, pas ça. Non, mais... Non? Moi, tu sais, le raisin, je le sens très fort, là. Là, on a l'écorce, peut-être. En fait, quand tu dis le raisin que tu sors fort, c'est le côté alcoolique. Il est encore très sur l'alcool. Donc, tu as la puissance qui te m'a donné. C'est très un peu agressif. Tu sais, c'est comme quand tu mets as un petit pansement, là, que tu mets un produit anesthésiant. Ben, là, c'est l'alcool qui ressort. Donc, il faut passer au travers de l'alcool. Mais juste derrière cet alcool-là, on a le cacao et le café, moi, que j'ai en premier. Oh. Ouais, quelque chose un peu chocolaté. 100%. Tu sais, il n'y a pas d'épices. Après, on a un peu de prune, on a de la prune beaucoup. Je sais pas si ça te parle, la prune? Ouais, prune, ça prune, pruneau un peu. Prune, je sens. Prune, pruneau, quelque chose de confit un petit peu. Tu sais, quelque chose un peu cuit, confit. Tu vas le voir, tu l'as au nez. Puis là, la surprise, c'est est-ce qu'on a la même chose en bouche? Souvent, ça peut être pareil ou pas du tout. T'as déjà goûté? Non, mais j'ai soif. Nicolas, la soif. Santé, on fait un petit cheers pour votre épisode. Santé, Georges, merci d'être là. Santé, les boys. Santé.
Allez, à la vôtre. Wow. Le goût, il reste pas autant que peut-être l'autre qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, la première approche, tu vois, qui est différente. Au nez, t'avais l'alcool. Est-ce qu'en bouche, tu l'as ou t'as quelque chose de souple? Pour vrai, je trouve que c'est ça. Puis ce que j'aime le plus dans le vin, c'est quand il n'y a pas d'arrière-goût. Ah ben là, Tu sais, que ça reste là, puis ça, je trouve ça vraiment hot. Ah, c'est vraiment, t'as vu la souplesse, l'onctuosité du vin. Ouais. Il est comme une liqueur un petit peu. Tu sais, quand tu prends un nectar de fruits, ben là, j'ai un nectar en bouche. J'ai quelque chose qui glisse, qui est complètement limpide. Ouais. Et puis l'arôme reste au milieu de la bouche. Il n'y a pas le côté âpre. Ouais, Tu sais que t'as pas d'astringence non plus. Exact. T'as pas rien sous la langue. On a vraiment quelque chose en plein milieu de la langue qui reste et c'est le fruit. Et puis là, le fruit, vous allez être surpris là, mais moi j'ai quelque chose comme de l'abricot. Je sais pas si vous l'avez, tu sais, le côté un peu, la pelure de l'abricot, le côté un petit peu comme la pêche. Ce côté-là qui reste en plein milieu de la bouche, donc c'est super agréable. Et je comprends pourquoi ma femme elle l'aime autant, c'est qu'on a du plaisir à le boire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est, je vais vous faire découvrir la bouteille. Donc on est sur un Bordeaux 2017, donc qui a déjà 7 ans, donc il a eu le temps un peu de s'oxygéner. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'agressivité en bouche. Ouais. Il n'y a pas le côté alcoolique qui nous agresse dès le début parce que il a déjà 7 ans. On le trouve actuellement à la SAQ, donc un vin de la région de Bordeaux, un Médoc exactement, Château-Blaignan. Donc je vais vous faire Vraiment très bon. je vais vous laisser déguster ça. Je commence par notre invité c'est offert Nicolas. à combien? Donc ça, puis c'est on un vin qui est l'accompagne tout à avec fait quoi? accessible. C'est un vin qui doit être qui est à peu près à 25 $. Donc rapport qualité-prix quand même très très intéressant. Pas besoin de moi, même si je suis passionné, je mets jamais plus de 50 $ dans une bouteille parce que de 50 à 200, si t'es pas vraiment amateur, tu vas pas faire la différence. Aucun plaisir à dépenser pour dépenser. Un petit vin à 25, tu viens chez du monde comme ça, ben, on a du plaisir à le boire. Il n'est pas agressif, il a de belles qualités. Ben, moi, je vais me servir pour en arrière. Voilà, hop, c'est le dernier podcast. Je vous laisse ça là. Et je vous souhaite un excellent moment, les amis. Merci beaucoup. À tantôt. C'est intéressant, ces petits segments-là. Hein. Pour vrai, le vin, je sais pas, il y a tellement à apprendre là-dedans que ça détend l'atmosphère, c'est parfait. J'adore ce petit segment-là. Merci, David. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. T'as fait combien d'équipes dans la Ligue, Georges? 4. 4. En commençant par Edmonton. Oui, ensuite, Wayne, c'était mon coach, la deuxième. Wayne? C'était mon coach. Une équipe qui a déménagé. T'as pas fait Phoenix? Oui, c'est ça. OK. Wayne, c'était mon coach. Après Phoenix. Je sais que ça a fini avec le Canadien. Oui. Crosby. Je vais pas regarder le tableau parce que... J'ai dit Crosby. Hein? Crosby. Ben oui, Pittsburgh. Oui. OK, oui. Je sais pas, c'était un peu peut-être bizarre de te demander ça. C'était non, c'est correct. T'as une équipe préférée avec qui jouer? Ben, les Oilers, parce que ils m'ont donné ma première chance. Okay. Ils m'ont repêché. Puis j'ai joué là 8 ans, le plus longtemps. Fait que, tu sais, l'équipe que t'as là le plus longtemps, c'est sûr que t'as plus de mémoire là-bas parce que j'étais là très longtemps. Une équipe canadienne. Donc, je dirais les Oilers. Puis après ça, Phoenix, quel genre de mémoire que tu avais avec... Phoenix, j'ai même pas fait une année complète. J'ai demandé à être échangé au deadline parce qu'on était pourris. Le monde s'en foutait. Ouais. Les gars voulaient juste jouer au golf, voulaient pas jouer au hockey. C'était épouvantable. Une atmosphère. Tu sais, le monde n'allait pas au game, faisait trop froid dans les estrades. Les fans n'aimaient pas ça. C'est pas pour rien qu'ils sont déménagés non plus. Ouais. Puis il y avait pas d'atmosphère. Puis j'ai demandé à être échangé au deadline. J'étais à Pittsburgh. Puis quand tu débordes à être échangé, parce que je comprends pas vraiment comment que les contrats marchent, donc tu gardes le même contrat que tu avais signé, puis ça se transfère de l'autre bord? Oui, exactement, oui. Okay. Oui, j'avais une clause de non-échange, donc je voulais choisir où je voulais aller. Puis j'ai décidé d'aller à Pittsburgh pour essayer de gagner la Coupe avec Sidney Crosby. Puis ça, pour les clauses de non-échange, puis les modalités du contrat, c'est toi qui le choisis? Non, c'est quand tu négocies avec une équipe. Quand tu as le statut que j'avais la liberté de pouvoir demander une clause de non-échange. Et quand tu changes d'équipe, mais cette clause-là, elle reste là. Puis je pense que quand tu étais avec Phoenix, tu étais pas mal dans ton prime, ou je me trompe, ou ton prime, c'était... Non, avec Phoenix, avec Pittsburgh et tout, j'étais dans mon prime, j'étais en santé, fait que c'était super bien. Puis là, tu as gagné une coupe avec Pittsburgh. Non, on a perdu en finale de la coupe. L'année d'après, j'étais agent libre
Et c'est là que Sidney Crosby m'a dit, si tu restes avec nous autres, je te jure que d'ici 3 heures, gagne la coupe. J'ai signé à Montréal. L'année d'après, les Penguins gagnaient la coupe. Puis il a dit, je te l'avais dit. Ah, fait que tu y as reparlé? Ben oui, les gars que tu joues avec, tu leur parles. C'est confrérie pour la vie. Oh, ouais, comment tu t'es senti? Il n'y avait pas besoin de me le dire. Je me souvenais quand il avait dit, si tu restes avec nous, on gagne la coupe d'ici 3 ans. Mais pour ma famille qui habite à Montréal, qui me suppliait de venir jouer pour le Canadien pour pouvoir voir des games live, parce que, tu sais, j'ai joué à Edmonton tellement longtemps avec le décalage horaire, les matchs étaient à 10h le soir, l'heure de l'Est. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, ils veillaient tellement tard pour pouvoir me regarder. À Montréal, il y avait l'occasion, pas juste de veiller tard, mais de voir les matchs en personne. Puis en fin de carrière comme ça, j'ai dit, OK, pour ma famille, tout, je l'ai fait, mais j'ai pas de coupe à cause de ça. Je suis parti de Pittsburgh, j'ai perdu 2 fois en finale de la coupe. Une fois avec Edmonton en 2006. Mais c'est pas grave, j'ai une coupe mémoriale au moins junior major, mais j'ai passé proche dans la NH, je l'ai pas eu, mais au moins j'ai une belle carrière de 13 ans. Quand même allé en finale, t'as joué avec des joueurs, tu sais, comme des Sidney Crosby. Non, mais jouer 13 ans, c'est tellement au-delà de la moyenne. Ah oui? Ben, c'est beau. La moyenne, oublie ça, je pensais 1-2 ans maximum. 13 ans, c'est beaucoup. La moyenne, c'est 1 ou 2 ans? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent juste 3 matchs puis ils jouent plus jamais. Il y en a beaucoup qui... Okay. C'est dur, là. La Ligue nationale, si tu veux passer ça, il y a des millions de jeunes qui veulent ta place. C'est une compétition tout le temps, à chaque année. Mais toi, tu devais te faire essayer aussi beaucoup, tu sais. Je veux dire, t'étais comme un renforceur. Ouais, mais au début, un peu, mais à un moment donné, pas mal moins. Parce que le meilleur que t'es, moins les gens, ça leur tente... il ne veut pas avoir mal non plus. Là, c'est ça. C'était pas mal moins... Tu sais, quand ta réputation est faite, c'est pas mal moins pire après. Mais t'étais pas mal des plus grands aussi, là. Tu sais, je veux dire, t'es quand même assez imposant. 6 pieds 4. Ben, il y a beaucoup de monde qui était plus grand que moi que je me battais contre. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas... que le gars soit 6 pieds 6, 6 pieds 7, ça change rien. Il n'y a pas une grosse différence par rapport à ça. Quand tu bats contre quelqu'un 2-3 pouces de plus, pour moi, ça change rien. Puis mais tu sais, moi, je trouve ça juste admirable parce que, tu sais, à part les batailles et tout, mais Crime, t'avais un bon coup de patin pour la grandeur que t'as, là, tu sais. Moi, je te dis ça parce que... Mais l'affaire que j'aimais, c'est que il y a beaucoup d'hommes forts qui jouaient juste 1-2 chiffres par game, that's it. Moi, je joue mon chiffre régulier, 9-10 minutes par match. Puis ça, c'est important parce que tu sais, c'est là que tu peux contribuer offensivement. J'ai une saison de 29 points, une saison de 13 buts, un tour du chapeau, tu sais. J'ai scoré dans la série. Des hommes forts unidimensionnels qui jouent pas beaucoup, qui ont pas beaucoup de stats, c'était pas moi. Puis c'est pour ça qu'à chaque année, quand tu compares dans la Ligue nationale avec les hommes forts, j'avais les meilleurs stats de tous les hommes forts. Puis même en série, normalement, les hommes forts ne jouaient pas. Mais moi, je jouais parce que je pouvais, avec l'échec avant, frapper l'adversaire, des mises en échec. Parce qu'il n'y a pas de bataille en série. Si tu joues en série, c'est parce que tu peux montrer que tu peux contribuer sans te battre. Pourquoi il n'y a pas de bataille? Parce que c'est un 4-7 contre la même équipe. C'est plus le jeu physique qui est primé en série, qui va fatiguer l'adversaire. Des combats, tu vas pas te blesser, tu vas pas payer une punition qui va faire mal à ton équipe. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup plus discipliné. Je comprends. Si on revient un peu, là, bon, t'as joué avec, avant de parler de Montréal, t'as joué avec Pittsburgh, avec Sidney Crosby. Je pense que beaucoup... Le sport, c'est comme l'entrepreneuriat. T'étais un athlète de haut niveau à un certain point pour être un entrepreneur. Je pense qu'il faut que tu sois un athlète de haut niveau. Qu'est-ce que ta carrière de jouer avec ces gars-là, qu'est-ce que ta carrière en général t'a appris aujourd'hui qui est un peu une réflexion de l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? L'affaire, c'est que c'est pas que ce que la carrière m'a appris, c'est que quand tu es un athlète professionnel, tu as une plateforme qui est les médias. Puis ça, c'est une plateforme qui te coûte rien, qui est gratis. Un des plus gros problèmes des athlètes, c'est que pendant leur carrière, ils fuient les médias. Ils veulent pas faire l'entrevue, ils veulent faire le moins de choses possible parce qu'ils veulent juste se reposer, se concentrer sur le sport et rien faire d'autre. Moi, pendant ma carrière, j'ai utilisé cette plateforme-là. C'était gratuit, fait que j'ai montré ma personnalité, j'ai fait plein de choses à l'extérieur du hockey pour créer une demande que quand j'allais prendre ma retraite, il allait y avoir une demande pour des conférences, pour écrire un livre, pour des business, pour plein de choses. C'est exactement ça qui est arrivé. Je savais pas combien de temps ma carrière allait être, mais à chaque année, je disais, faut que je laisse ma carte de visite pour aller au plus de personnes possible pour me sceller up. Et c'est ce que j'ai fait. Incroyable. T'as préparé ton succès à ta sortie, ce qui est super réfléchi. Là. Parce que je pense qu'il y a quand même, corrige-moi si j'ai tort, mais quand les gars ils sortent de la ligue, il y a comme une certaine période de peut-être dépression des fois ou de remise en question, ça se peut-tu? Ça dépend de beaucoup de choses.
C'est sûr que des joueurs qui font 10 millions par année, non. Leur vie, elle est 7. Là, on parle de plus de joueurs qui ont fait moins d'argent puis qui n'ont pas assez d'argent pour vivre le restant de leur jour avec ce qu'ils ont accumulé dans leur carrière. Ouais. C'est de là, des fois, que là, il peut y avoir des remises en question, des dépressions, parce que ils savent pas quoi faire après. Ils ont pas d'option, ils savent pas quoi faire. Puis là, quand tout est arrêté, là, c'est difficile. Fait que c'est de là que des fois, ça peut arriver. C'est pour ça que tout dépendant de... Écoute, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte quand tu arrêtes de jouer, tu sais, par rapport à ta santé, elle est comment? T'arrêtes-tu de jouer parce que tu as eu des problèmes de commotion? Tu sais, il y a tellement de pondérance là-dedans que c'est un dossier qui est large puis très complexe à expliquer, mais chaque joueur réagit différemment quand il arrête de jouer. Puis tu sais, comme moi, j'ai joué pendant 13 ans, qui est bien au-delà de la moyenne. J'ai aucun regret. Là. Ma carrière, elle est beaucoup plus longue que même ce que j'aurais rêvé. Mais un gars qui joue juste 2 ans, puis après ça, sa carrière finie, peut-être que mentalement, il va réagir de façon bien différente que moi. Fait que c'est pour ça que chaque cas, c'est du cas par cas complètement différent d'une personne à l'autre. Y en a-tu qui t'appellent des fois, des joueurs actifs qui disent « Hey Georges, comment t'as fait pour être où ce que t'es aujourd'hui? » Tout le temps. Ouais, hein? Mais pas les gars qui ont fait énormément d'argent, des gars qui en ont fait un peu moins, puis qui savent pas quoi faire des fois, puis qui me demandent des trucs ou des choses comme ça. C'est quoi tu leur donnes comme truc? Écoute, c'est du cas par cas, là? Ouais, c'est cas par cas. Il y en a beaucoup. Tu sais, je veux dire, une des options les plus faciles, c'est une des équipes avec laquelle tu as joué, de retourner de leur demander si tu peux être scout. Parce que scout, dépisteur, ça, c'est un travail qui est facile, tu connais le hockey, puis c'est quelque chose qui peut te donner un revenu, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que ça dépend vraiment de ma discussion là-dessus avec un joueur ou un autre est complètement différent, tout dépendant de son tempérament, le genre de personne qu'il est. Est-ce qu'il y a un following des réseaux sociaux? Est-ce qu'il est dans les réseaux sociaux? Quel genre de personne, tu sais, comment il est? Tu sais, c'est tellement dur à expliquer parce que tout le monde est différent dans ce temps-là. Puis c'est pas tout le monde qui aime être en public. C'est pas tout le monde a un entraînement qui est complètement différent. Fait que, tu sais, c'est tellement dur de répondre. Il y a pas de réponse générique à ça quand tu parles à des joueurs qui me demandent des fois des conseils sur quoi que ce soit. Puis j'en donne même à des joueurs qui me demandent des conseils qui sont dans d'autres sports. Il y a du monde aujourd'hui je ne veux pas les nommer, mais il y a du monde aujourd'hui dans les médias que j'ai aidé à les placer là. Qui jouait pas au hockey, là, mais qui faisait d'autres sports professionnels, mais qui ne savait pas quoi faire. Puis tu sais, être sportif professionnel, c'est comme, pour moi, c'est comme un genre de confrérie. Puis je comprends d'où ils viennent, puis des fois les difficultés des fois qu'il peut avoir, les obstacles. Puis si des fois je peux aider quelqu'un des fois avec des idées ou quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir. Je pense que, tu sais, dans l'arbre, puis après avoir fait les recherches sur toi, puis à parler présentement, tu es quelqu'un qui aime aider les gens, hein, autant de ta job de renforceur, t'aidais tes coéquipiers, mais pendant la ligue aussi, t'aidais les gens à ta façon à l'extérieur de la glace. Tu veux-tu en parler aux gens? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, pour commencer, je suis vegan depuis 2009. OK. Je suis vegan pour ma santé, l'environnement, puis les animaux. On s'entend-tu que si je porte parole pour aider les animaux, je vais aider les êtres humains aussi. Une personne végane qui aime les animaux et qui les mange pas, une personne qui est beaucoup plus sensible que quelqu'un qui les mange. Donc, tu sais, souvent, on parle de ça, on dit, OK, le cœur de la personne est à la bonne place parce que c'est sûr que pour l'être humain, je vais être tout aussi sensible que je suis pour les animaux. Donc, quand tu parles de cause, tu sais, j'en fais tellement plein. On pourrait en parler pendant une semaine de tout ce que je fais. T'sais, que ce soit porte-parole pour les Shriners, je fais plein de choses pour Sainte-Justine. J'ai aidé à reconstruire un hôpital en Haïti après le tremblement de terre. J'ai fait plein de choses pour le Parkinson. Puis je pourrais vraiment, pour vrai, on pourrait parler de ça pendant des heures. Une de mes causes que j'aime le plus, c'est pour les sans-abri. Les nourrir, puis faire des événements pour lever de fonds, pour acheter du linge, puis des choses comme ça. Mais c'est juste, quand tu as une plateforme que tu peux faire une différence dans la vie des gens, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, puis c'est ça que je veux que les gens se souviennent. Parce qu'en bout de ligne, puis je m'adresse à tous les athlètes qui m'écoutent en ce moment, être un athlète sportif, que ce soit un joueur de hockey, quoi que ce soit d'autre, c'est pas un adjectif qualificatif de être une bonne personne. Être un athlète sportif, c'est parce que tu as travaillé fort, il y a des raisons de génétique, il y a beaucoup de choses, mais tu es privilégié. Quand tu prends ta retraite, puis un jour, tu sais, on a toute une date d'expiration sur la planète. Ben, en tout cas, moi, je pense comme ça. Quand tu pars, moi, je veux pas que les gens se souviennent que, j'étais un homme fort qui a joué au hockey.
j'étais juste un gars qui divertissait le monde, qui regarde le hockey dans leur salon, qui boit de la bière, qui mange des chips. J'étais un divertisseur d'attitude, rien d'autre. Ça fait absolument rien dans la société être un joueur de hockey ou n'importe quel autre athlète que tu peux être. Que tu aies gagné des coupes, que tu aies gagné des médailles, quoi que ce soit. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que tu as fait avec la plateforme que tu avais quand tu étais en vie. C'est ça le plus important, c'est ça l'impact. Je vais beaucoup plus respecter un athlète qui n'a jamais rien gagné, mais qui a un impact sur la planète, à la société, qui a laissé une empreinte positive, modèle, rôle modèle à des jeunes, à ses enfants ou aux gens autour d'eux, que quelqu'un qui s'enrichit à être le plus riche au cimetière puis qui n'a jamais rien fait pour personne. Puis c'est pour ça que moi, c'est comme ça que je vois ça puis que je prends ça. Parce qu'il faut qu'on réalise qu'on est privilégié puis que c'est un devoir qu'on a en tant que privilégié d'utiliser notre plateforme pour faire du bien dans ce monde-là parce que le sport, puis pour moi, si je regarde le hockey est devenu un sport à cause des gens qui payent pour nous regarder jouer. Donc, tu as un devoir envers eux, envers leurs enfants, pour trouver une façon de leur dire merci, puis pas juste en parole, mais en action. Fait que c'est comme ça que j'ai toujours vécu ma vie, que j'ai toujours vu ça. Puis c'est pour ça que je parle rarement de hockey, je parle jamais de combat. Si tu me poses des questions, je vais répondre, mais c'est pas quelque chose que, maintenant que c'est fini, qui me fait vibrer, qui fait en sorte que je vais parler de ma carrière ou de ci ou de ça. Tu sais, c'est comme, maintenant, je sais que j'ai une plateforme. Ouais. OK, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis c'est pour ça que, tu sais, je fais des choses qui me font beaucoup plus vibrer aujourd'hui que me battre avec quelqu'un sur la glace. Ça, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est drôle parce que je t'écoute parler, puis moi, j'ai été dans l'armée avant, puis il y avait un de mes dirigeants qui disait... L'important, c'est de laisser notre planète dans un meilleur état que qu'est-ce qu'on l'a trouvé. Il parlait pas de planète, mais il disait quand tu rentres dans une pièce puis tu trouves quelque chose à terre, ramasse-le. Parce que quand tu vas sortir de la pièce, ben elle va être meilleure que quand tu es arrivé. Puis je pense que des gens comme toi, c'est essentiel pour notre société, pour être une meilleure société de qu'est-ce qu'on était hier. Puis que tu utilises ta plateforme, my God, tu sais, il y a bien des influenceurs qui sont là pour se faire de l'argent sur un code promo. Mais dans le fond, what's your purpose, tu sais? Fait que, mon chapeau. Mon chapeau, merci d'être la personne que tu es. Donc, on parlait de les itinérants, la cause qui te tient particulièrement. Ouais. J'aimerais ça qu'on brainstorm ensemble, peut-être pas tout de suite, mais off-cam. Notre épisode ici va sortir dans à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. J'aimerais ça qu'on trouve une façon d'ordonner. Avec l'épisode, là, on a du linge, une marque de linge, je sais pas. Comme tu me fais allumer des lumières, moi, je suis courtier, je redonne un pourcentage de chacune de mes commissions à l'organisme caritatif au choix du client. J'ai une compagnie de lavage de fenêtres. Je plante un arbre à chaque fenêtre que je lave. Wow. Pas à chaque fenêtre, parce que là, ça ferait beaucoup d'arbres, mais à chaque client que je fais. Fait que ton message me touche particulièrement. Fait que je pense qu'on pourrait brainstorm sur une façon de redonner, que ce soit un tirage, que ce soit... bref. Non, mais c'est super facile. Il y a plein de façons. Tu sais, des fois, je fais juste le parc Amélie Gamelin. Je fais juste des fois des messages de rassemblement avec des gens qui peuvent amener du linge juste avant que l'hiver commence. Puis il y a des centaines de personnes qui viennent, puis on les distribue dans le parc. Tu sais, c'est très simple. C'est pas... Il y a pas toujours des médias quand on fait quelque chose, puis c'est pas important. Il y a pas toujours plein de gens qui voient ce que tu fais, puis c'est pas important. Mais il y a toujours des sans-abri, des gens dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Puis ça, c'est le plus important. Puis l'affaire, c'est ça aussi, c'est que quand les gens veulent faire de quoi, il y a pas toujours besoin d'avoir une caméra dans ta face pour faire du bien, tu sais. Puis il y a des gens qui vont juste faire de quoi quand ça va être reconnu. Ouais. Puis ça aussi, c'est le faire pour les mauvaises raisons. 100%. Ton why, Georges, c'est quoi? Mon rêve? Ton why. Mon why? Pourquoi tu fais ce que tu fais? J'ai joué à la Ligue nationale. Quand j'étais jeune, j'ai vécu tellement de racisme pour me rendre là, tellement d'obstacles. Puis mes parents voulaient pas que je joue, j'étais complètement tout seul. Puis j'ai toujours été super spirituel, j'ai toujours cru à une force divine. Puis quand je priais, je disais toujours, Dieu, si tu me donnes la chance de jouer dans la Ligue nationale malgré tous les obstacles que j'ai en ce moment, je te jure, je vais être redevable quand je vais être plus, quand je vais jouer en Ligue nationale, puis que je vais faire une différence dans la vie des gens. Je priais comme ça, j'avais 7 ans, là. Puis aujourd'hui, puis quand j'ai joué, parce que j'ai fait beaucoup de choses pendant que je jouais, je fais juste respecter la promesse que j'ai faite avec Dieu, qui m'a donné la chance de jouer 13 ans en Ligue nationale. C'est pour ça, c'est ça mon why. Oh, des frissons, c'est débile. Wow. Dans l'armée, on disait genre protect him at all costs. Ben, je pense que
Protect Georges à l'encore. Ça, c'est super important. Bref, on va trouver une façon de redonner. Je suis pas inquiète. C'est quoi tes projets, là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu peux en parler un peu des... Ben, l'affaire, c'est que quand quelqu'un me demande ça, c'est parce que je fais tellement de choses, j'ai tellement de compagnies, genre tellement de choses que j'ai pas des projets tels quels parce que je travaille tout le temps. Je travaille 7 jours sur 7, je prends pas de congé, je m'en repose jamais, je suis hyper actif, j'ai plein d'énergie, j'essaie de faire le plus de choses possible. Je fais 3-4 événements par jour, je suis toujours débordé, puis j'adore ça, puis je vis comme ça. Fait que quand tu dis c'est quoi tes projets, à tous les jours, il y a quelque chose à faire. À tous les jours, j'ai un projet. À tous les jours, j'ai un podcast. À tous les jours, j'ai quelque chose à aller. J'ai une place où aller. Je dois aller à quelque part donner une conférence. Je dois préparer quelque chose. Je fais tellement de choses qu'il n'y a rien de particulièrement que je peux dire que j'ai un projet parce que, tu sais, je sais que des gens en général vont dire, supposons que tu as un projet dans un mois, que tu vas faire quelque chose, tu te prépares pas. Je me prépare pour quelque chose à tous les jours. J'ai toujours quelque chose à faire. Puis j'adore ça. Fait que il y a rien de particulier que j'ai, mais tu sais, j'ai des tournages, j'ai des choses qui s'en viennent, mais pour moi, c'est comme une routine. Tu sais, je suis tellement habitué de toujours être occupé que c'est même plus des projets, c'est juste, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Puis tu sais, des fois, juste quand je montre mon agenda à mes amis, puis ils sont étourdis juste à regarder, puis ils disent, mais comment ça va faire pour aller là, là? Puis tu sais, je squeeze le plus de choses possibles que je peux. Je dis pratiquement non à rien, puis j'essaie d'en faire le plus. Incroyable. Ouais, ben tu sais, c'est pas... Il y en a qui vont dire, c'est pas vivre. Il y en a qui vont dire, tu t'épuises, puis tout ça, mais moi, t'es heureux à faire moi ça. je vis à 100 000 $. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, s'ils sont bien, restent à la maison, relaxés, écouter Netflix toute la journée, le week-end, c'est parfait pour eux. Je suis bien content pour eux, mais moi, il faut que je bouge, il faut que je sois actif, il faut que je fasse quelque chose. Tu disais que tu avais des business. C'est quoi tes business? En plus, tu sais, d'être en ondes à la radio à tous les jours de midi à 3, 5 jours semaine, j'ai des immobiliers, j'ai la compagnie Rice Kombucha, j'ai la compagnie BGL Énergie qui est BGL Nutrition qui est des shakes, tu sais, des shakes de nutrition, là, des shakes protéines vegan. J'étais avec Fuji Battery. J'ai aussi une compagnie BGL Protecteur, des sleeves pour protéger les cartes de hockey. J'ai un magasin de cartes sportives. Ben voyons. Je travaille pour la Ligue nationale, je suis ambassadeur pour les Canadiens, je suis ambassadeur pour les Oilers. Puis là, je suis sûr que j'ai oublié, je suis conférencier, je suis aussi écrivain, j'ai écrit un livre best-seller en anglais puis en français. Quoi d'autre? Je suis sûr que j'ai oublié d'autres. Moi, je suis là. Je suis sûr que j'ai oublié d'autres choses, là, mais. Aïe. Ouais. Moi, je suis là avec mes 3 business, puis je sais plus où mettre la tête, puis My God. Mais l'affaire aussi, ce qui me donne aussi beaucoup d'énergie, c'est que je suis vegan. Être vegan, puis ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais t'as pas besoin d'autant de sommeil que des gens qui mangent de la viande, parce que quand tu manges de la viande, des produits laitiers et tout, ce qui arrive, c'est que ton corps dépense tellement d'énergie pour digérer les produits laitiers, la viande que tu prends, que c'est de l'énergie. Tu sais, que quand tu dors le soir, ton corps travaille tellement fort. Mais quand tu manges pas de viande, de produits laitiers, t'as tellement d'énergie que la digestion se fait plus rapidement. T'es moins fatigué, ton cerveau est plus allumé. Puis c'est fou, là. Tu sais, le soir, 5-6 heures de sommeil, puis je suis plein d'énergie, puis je suis pas fatigué. Je me réveille pas fatigué parce que on est ce qu'on mange. Ouais. Tu sais, la nutrition, c'est tellement important. Puis quand souvent les gens sont fatigués, puis c'est lié à ce qu'ils mangent. Puis c'est pour ça que, tu sais, je fais le jeûne intermittent, je déjeune pas le matin, je prends pas de café, je prends rarement de l'alcool. Ça, en passant, c'est peut-être sans niaiser, c'est peut-être le 10e verre d'alcool que j'ai pris en 1 an. Wow. Je bois pas. Ouais. Je bois jamais de l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Je l'ai fait parce que le sommelier était là pour le show. Mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Je le fais jamais parce que c'est pas bon, c'est néfaste, surtout qu'on vieillit, parce que notre métabolisme ralentit. Mais écoute, je vais pas ennuyer les gens qui nous écoutent en ce moment là-dessus parce que le commun des mortels est pas comme ça. Mais c'est super intéressant, je pense. Ouais. Tu sais, clairement, tu as des résultats positifs. Moi, je veux l'entendre. Là. Oui, non, je sais, mais c'est juste que quand les gens ont leur petit confort, souvent, puis que tu les challenges avec des conseils de santé, quand les gens se sentent challengés, ils n'aiment pas ça. Oui, ça va ça. Quand tu vas les chercher dans ce qu'ils sont habitués, dans ce qu'ils aiment. Fait que j'aime mieux juste... Quand je donne des conférences, les gens viennent avec une ouverture pour m'écouter en parler. Puis là, je vais parler de ce sujet-là, mais aujourd'hui, tu sais, c'est pas un moral que je fais avec les gens qui nous écoutent en ce moment.
parce qu'il n'y a pas personne ici qui est vegan dans la salle qui est ici, puis 2, il n'y a pas personne qui veut m'entendre parler de ça ici. Mais moi, je suis quand même curieux. Qu'est-ce qui t'a poussé à être vegan au début? En 2009, j'ai vu un documentaire, Earthlings, dont j'ai fait la narration française, Terrien, que tu peux aller voir sur YouTube, qui montre comment les animaux souffrent pour finir dans nos assiettes, comment c'est mauvais pour l'environnement, mais surtout pour notre santé. Et l'affaire là-dedans, c'est que quand je suis devenu vegan, j'avais fait des tests avant et après. Tu peux voir un documentaire, La face cachée de la viande, qui a été produit par Julie Schneider et Sophie Durocher, qui montre les résultats physiques sur moi avant et après que je suis devenu vegan. J'étais plus fort, plus endurant. Le docteur Junot, il en revenait pas à l'Institut de cardiologie à Montréal, comment que j'étais plus fort en dans 4 mois de devenir vegan. Puis après ça... Écoute, avec la même routine... Tout ce que je faisais, j'ai juste changé mon alimentation. Puis j'étais beaucoup plus fort, puis j'avais une autre année à Montréal en plus à jouer comme ça. Et il y a plein de documentaires, What the Health, Game Changers, que tu peux regarder en ligne, qui montrent de plus en plus des athlètes qui ont un mode de vie végétalien. Puis depuis ce temps-là, écoute, je fais des conférences là-dessus, j'en parle tellement, puis ça change des vies. Tu sais, la seule petite chose que je vais dire, OK, là-dessus, c'est que, tu sais, il y a des gens qui ont le cancer qui se guérissent en adoptant un mode de vie vegan. Pense à ça 2 secondes. Ah, c'est deep, là. Puis plein d'autres maladies que tu peux te guérir avec l'alimentation. Puis là, encore une fois, c'est un sujet qui est long à parler parce que je suis pas en train de dire aux gens qui doivent faire de la chimio d'arrêter de faire ça, quoi que ce soit, parce que ça, c'est comme... C'est une longue conversation qu'il faudrait avoir par rapport à ça, puis c'est pas vraiment ça prendrait des heures à expliquer puis à le dire aux gens, mais continuez à faire ce que vous êtes habitué de faire, puis si vous voulez consulter des gens pour avoir plus d'infos sur votre santé, qu'est-ce que ça peut faire, je vous encourage à le faire pour vraiment voir les bienfaits que ça pourrait faire, mais je suis pas un gourou au point de vue de dire aux gens de faire ci, de faire ça, de faire quoi que ce soit. J'aime mieux parler à des gens qui ont une ouverture de voir comment je peux optimiser ma santé que de challenger, de mettre les gens dans une position d'inconfort. Parce que comme j'ai dit tantôt, quand des fois tu parles à des gens qui sont habitués à leur petit confort de penser qu'ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça, là, ils aiment pas vraiment ça quand tu vas là, fait que ça leur cause plus de stress que d'autres choses. 100%. Moi, je dis pas que je vais changer Boba, mais définitivement que je vais aller m'informer par contre. Parce que moi, tu me parles de guérir des cancers, puis d'être plus en forme, puis d'être plus fort. Moi, ça me parle. Fait que c'est sûr que je vais aller m'informer, 100%. Mais tu sais, quand je donne des conférences là-dessus, je parle jamais de l'environnement puis des animaux qui souffrent parce que les gens s'en foutent. Je vais parler de la santé 100% là-dessus parce que ce qui touche les gens directement, là, ils t'écoutent. Puis quand je donne des infos là-dessus, puis surtout, tu sais, aux hommes puis aux femmes qui sont dans la salle, puis plein de choses, les gens ont les yeux ouverts, puis ils sont comme « Oh man, je savais pas ». Puis quand les gens adoptent puis ils l'essayent, les gens sont vraiment surpris. C'est vrai que, tu sais, les animaux qui souffrent aussi, on parle des porcheries, on parle des... Tu sais, les animaux grandissent du début à la fin dans l'idée d'être charcutés, tu sais. Oui, mais l'affaire là-dedans, c'est que les gens s'en foutent parce que c'est pas eux autres qui le font. Fait que, tu sais, si je parlerais juste de ça, ils disent, je l'ai pas fait, il est déjà mort quand je l'achète, puis, tu sais, le monde, c'est ça qu'ils vont me dire. Ouais. Mais, tu sais, en plus de ça, par-dessus ça, tu sais, je fais des jeûnes à l'eau d'1 semaine, tu sais, je fais plein de choses. Peux-tu m'en parler des jeûnes? Mais ça, ça aussi, c'est quelque chose d'autre qui a un autre niveau qu'il y en a qui vont dire que le végétalisme, mais 2 fois par année, pendant 1 semaine, je prends juste de l'eau. Je mange absolument rien. Puis je le fais pour nettoyer mon corps et tout. Et j'ai pas de stress, j'ai aucune difficulté. Puis je comprends qu'il y a des gens qui m'écoutent des fois puis ils disent « Moi, quand je soupe pas, j'ai faim, je deviens agressif. » Quand tu parles à ton corps puis tu fais juste... Je fais un jeûne d'1 semaine, te nettoyer, puis t'es correct avec ça, puis je travaille. Là. Je continue d'être actif à tous les jours, je fais plein de choses, puis je mange pas. Puis il y a aucun problème. Non, parce que j'ai dit à mon corps que pendant 1 semaine, j'allais juste prendre de l'eau, puis je le nettoie, puis j'ai aucun problème. La force du mental, hein? C'est complètement fou. Oui, mais ça dépend, tu sais, encore une fois, comment t'es. Tu sais, il y a des gens, mentalement, qui sont pas faits forts, qui sont pas forts, puis ils pourraient pas faire ça. Il y aurait trop de stress relié à ça. C'est pour ça que... Puis tu sais, il y a tellement de choses dans la vie, tu sais, que pour s'ouvrir l'esprit, puis de lire des livres, puis de s'éduquer, d'arrêter d'écouter la télé, puis d'être sur Netflix, puis d'être dans le téléphone à journée longue, ou de jouer à des games vidéo, puis des choses comme ça. Quand on s'instruit sur comment on peut aider son corps, sa santé, sa spiritualité, plein de choses, il y a plein de choses qu'on peut découvrir qui peuvent nous aider
amener notre système, notre corps à un autre niveau. Mais encore une fois, tu sais, c'est super deep ce que je dis en ce moment-là. Ouais. Puis je comprends encore une fois que pour bien des gens, tu sais, c'est comme, oh, il est fou, là, il va trop loin, il est comme, puis c'est correct. Je vais pas avoir cette conversation-là avec eux. Tu sais, il y a une plateforme pour tout, puis il y a un moment pour tout, pour discuter de quoi que ce soit, mais moi, je suis vraiment dans le... Mais les jeûnes, j'ai entendu dire, là, je connais pas les jeûnes à l'eau, mais des jeûnes de quelques jours, ça a l'air que c'est super bénéfique pour le corps. De quelle façon est-ce que c'est bénéfique? Écoute, c'est parce que l'affaire, c'est que ça dépend. OK, premièrement, si il y a des gens qui peuvent pas faire parce qu'ils seraient trop stressés. Si tu es trop stressé, tu mets ton corps dans un niveau de stress énorme, ce qui devient acide, donc ça serait pas bénéfique. Notre sommelier David, il peut pas faire ça, là. Parce que... ça dépend. Mais non, mais je sais pas. Tu sais, l'affaire, c'est que si j'avais une conversation avec lui, ou avec les gens qui font ça, quand j'ai une conversation avec eux, puis je les calme, puis leur esprit, puis il y a des gens avec qui j'en aurais parlé, puis ont été capables de le faire par après. Mais demain matin, si t'as jamais fait ça, puis je le conseille à personne qui nous écoute en ce moment de faire ça à froid, sans parler à un professionnel ou à quelqu'un qui va te suivre pour le faire. Parce que si les gens paniquent, ils peuvent tomber sans connaissance. Il y a plein de choses qui peuvent arriver si ton esprit n'est pas prêt pour faire ça. Fait que c'est pour ça que je te le dis rapidement comme ça, tu me poses des questions, mais les gens qui nous écoutent en ce moment, je vous le dis tout de suite, ne faites pas ça sans consulter quelqu'un, parce que je ne voudrais pas me sentir mal s'il arrivait quoi que ce soit, parce qu'en pensant que Georges a dit de le faire, de faire ci, de faire ça. Non. Je suis particulier, j'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis vegan déjà depuis 2009. Mon corps est habitué à des changements drastiques comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Consultez un professionnel si vous voulez faire ça pour vraiment le faire de la bonne façon. Mm-hmm. Bien dit. Je suis sûr que ça va aller rejoindre des gens, puis de tes abonnés aussi qui vont s'en reconnaître. Non, mais ils le savent. Les gens le savent que je fais ça. J'en parle en ondes, j'en parle à la radio. À la radio, tout le monde trouve que je suis fou de faire ça, mais ils me regardent travers tous les jours, j'ai pas de problème, je travaille, je reste actif, je reste pas couché à la maison pendant une semaine quand je fais ça, puis j'ai aucun problème. Je fais l'hiver, je fais l'été, il y a aucun problème. Mais je trouve ça particulièrement intéressant parce que il y en a plusieurs qui parlent du vegan puis de faire des jeûnes, mais ils font pas grand-chose, tu sais. Mais toi, t'es tellement actif, je reste actif, je travaille partout, quand même. t'es comme... Fait que clairement, tu fais quelque chose qui fonctionne, là. Tu sais, comme... J'étais un gars de logique, puis... Fait que c'est sûr que j'en ai informé. Je trouve ça super intéressant. Tu vas être un homme changer. Les gens de ton plateau vont se demander qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Coudon, il est normalement en forme. Ça se peut que je t'appelle pour des conseils aussi ou que je t'écris. On arrive à un segment de l'émission. Ça s'appelle la question flash. Fait qu'on a 1 minute et demie pour répondre au plus de questions possibles. Parfait. Et puis, si t'es pas à l'aise, il n'y a pas rien de trop deep, là. Non, ça devrait pas faire ça devrait bien aller. En studio, est-ce qu'on est... On va revenir à la question corset après, Isa, mais on est-tu correct pour le timer? OK, t'es prêt, Georges? Oui, vas-y. C'est parti dans 3, 2, 1. Ton plus grand moment de fierté en carrière? Mon tour de chapeau. La cause qui te touche le plus? Les sans-abri. L'adversaire le plus coriace que tu aies affronté? Donald Brashear. Ta plus grande source de motivation? Jackie Robinson. Le joueur que tu admirais le plus? Jeremy Roenick. Il est fort, vrai, hein? Le joueur que tu as le plus aimé jouer contre? Le plus aimé jouer contre? Wayne Gretzky. Quel coach que tu admires sa façon de travailler dans la Ligue actuellement? Dans la Ligue actuelle? Martin Saint-Louis. La personne qui t'inspire le plus? Au monde? Au monde. Jackie Robinson. Une chanson qui te met dans l'ambiance avant un événement important. Avant un événement important. Une chanson. Ou un artiste. N'importe quel tune de U2. OK. Le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? De pas écouter les autres puis de faire ce que tu veux toi-même. Il reste 30 secondes, 6 questions. Ta pire phobie? Les hauteurs. Facebook, Instagram ou TikTok? Instagram. Ton plat préféré? Chili. Si tu avais un super pouvoir, lequel ce serait? Super pouvoir disparaître. Si tu pouvais donner... T'es le deuxième invité aujourd'hui qui dit ça. Si tu pouvais donner toute ta fortune à une seule cause, laquelle ce serait? Sans-abri. Pour toi, ta plus grande injustice, c'est? Le racisme. Pour toi, la richesse, c'est? Être heureux.
Être heureux. T'es tout T'es le premier de la journée qui les a tout tu, ouais. Combien de personnes t'as eu aujourd'hui? T'es le 4e. Ah, pour sur 4, OK. Il y avait un couple de 2, fait que... Ah, pas vrai? Ah, OK, ouais, super. That's it, super. D'être heureux. Je pense que t'as dit quoi de super important? La plus grande richesse, c'est d'être heureux. On parle de quelqu'un qui t'a fait des millions dans la ligue. Exact. Puis les gens, on dirait qu'ils sont pas assez heureux dans la vie. Hein? On chase tout l'argent, on chase tout le... Mais dans le fond, on oublie que c'est d'être heureux. Non, mais l'affaire là-dedans, c'est que... Encore une fois, les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, mais je vais le dire. On vit dans une société de matérialistes. Ça, 100%. Les gens, le matériel, les sacoches, le linge, regarder en ligne de quoi on a de l'air, les opérations, les fausses boules, les becs de poule, les filles qui se font shooter les lèvres, que ce soit grosses comme les miennes, c'est même pas proportionnel à leur face, c'est pas beau, c'est pas naturel. On pense qu'on a besoin d'un look, les voitures sport, les convertibles. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'impressionner, ils pensent qu'ils ont besoin de matériel pour être heureux. Puis ça, c'est du monde qui sont malheureux. Quand tu as besoin de flasher du matériel pour montrer la personne que t'es une personne qui est malheureuse à l'intérieur de toi-même. Puis c'est tellement pas important. En bout de ligne, être heureux, c'est pas ça. C'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est rien d'autre. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Puis qui vivent une vie qui est fake, qui est pas naturelle, qui est pas normale. Puis quand je regarde les gens des fois, puis tu sais, je peux lire les auras des gens, puis je regarde les personnes, comment ils sont, puis juste comment ils parlent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde dans la société qui sont pas heureux. Ils pensent pas à eux-mêmes, c'est trop le jugement de comment les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ou quoi que ce soit. Puis quand t'es plus préoccupé parce que comment les gens te regardent que de vivre ta vie toi-même, t'es vraiment très malheureux. Parce que, tu sais, en bout de ligne, tu regardes sur la Terre, la moyenne d'espérance de vie, c'est quoi, 75-80 ans? On n'a pas de temps à perdre. Quand tu passes ton temps à chercher de l'approbation ailleurs que d'être heureux par toi-même puis d'être simpliste, oublie ça. Tu vis pas, tu survis. Puis ça, c'est triste. Si t'avais à recommencer tout, dès le départ, là, on parle de Georges dans la Ligue junior majeure, qu'est-ce que tu ferais de différent? Absolument rien. Ma vie, si je reviendrais du début de tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai fait, j'ai accompli, je ferais la même chose parce que j'ai fait des erreurs dans la vie, puis les erreurs dans la vie m'ont forgé, puis ont rendu la personne que je suis aujourd'hui, que j'assume pleinement, puis je ferais les mêmes erreurs, puis je revivrais les mêmes racistes que j'ai vécu quand j'étais jeune parce que ça m'a rendu plus fort, ça m'a fait écrire un livre, ça m'a fait donner des conférences pour encourager, puis il y a d'autres personnes qui ont vécu de la discrimination, donc je changerais absolument rien, puis les mêmes erreurs stupides que j'ai fait, je le ferai encore parce que ça m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça, tout le racisme que tu as vécu. Puis je pense que le racisme de nos jours, il est beaucoup moins... puis c'est une bonne chose, hein? Ça a été sensibilisé. Le raciste, aujourd'hui, il est juste plus hypocrite. Il est plus hypocrite. Les gens font plus attention parce qu'il y a des caméras maintenant. Ouais. Mais il y a encore énormément de racisme en 2025. C'est ce que les gens, ils font attention. Ils font attention, ils essaient de pas le montrer autant. Mais quand je parle à quelqu'un, ça prend pas de temps. Je peux le détecter assez rapidement. Si une personne est raciste ou pas, tu le vois juste dans la façon que la personne agit, te parle, te regarde. C'est très... Quand tu as grandi là-dedans, c'est quelque chose qui est très facile à remarquer. Tu es capable de pinpoint les déclencheurs ou... Oui, facilement. Ouais. Wow. Mais merci d'être une voix pour tout ça. Mes neveux sont métis, donc pour moi, c'est quelque chose de... En fait, le racisme, ça devrait pas avoir lieu, hein? Non, peu importe la nationalité. Mais non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, va dans une garderie en maternelle. Tu vois des enfants de tout plein de différentes nationalités qui jouent ensemble puis ils regardent pas la couleur, là. Non. Mais quand ils deviennent adultes, tout dépendant de la façon qu'ils sont élevés, tout d'un coup, whoop, là, la couleur a un impact sur toi puis t'agis de façon différente. Un enfant ne voit pas ça. C'est comment que tu es éduqué, comment que tu grandis, qui fait en sorte qu'il y en a certains qui sont affectés par rapport à ça. C'est juste ridicule. C'est de l'ignorance. Mais ces gens-là, c'est des poisons dans la société. Ouais, 100%. Ouais. Je pense que, c'est des poisons, c'est de l'ignorance, c'est des gens qui sont renfermés dans eux. Puis, souvent, c'est des gens qui vont rester au même stade toute leur vie. Hein? Ils vont jamais level up ou d'aucune façon que ce soit. Fait que, merci d'être une voix pour tout ça. Ouais, merci. C'est vraiment cool.
On passe ça au prochain segment? Oui, vas-y. C'est la question corsée. Fait que là, ça se peut que ça soit des questions un peu plus deep, un peu plus... pour moi, le moment, ce que tu veux. Mais on y va avec ça. Je te laisse piger une question et puis tu peux la lire ou tu me la donnes pour que je la lise. Comme tu sais, pas de problème. OK. Si tu étais dans la ligue aujourd'hui, en pleine forme, comme lors de ta meilleure saison, pour quelle équipe tu voudrais-tu jouer? Avec quel joueur t'aimerais te battre? Avec le Canadien, sûrement? Avec quel... Ben, c'est sûr que je te dirais avec le Canadien parce que quand je suis venu avec le Canadien, à ma première pratique, je me suis blessé au dos, j'ai une hernie discale. La première pratique? Oui, première pratique. Puis j'ai dû composer avec 2 hernies discales. Les 2 ans que j'étais avec le Canadien, j'avais 2 hernies discales. Donc, je te dirais le Canadien parce que j'ai jamais été 100% en santé quand je suis ici. Fait que tu jouais sur la glace avec 2 hernies? Oui, j'avais 2 hernies discales. C'est pour ça que j'ai juste joué 60 games en 2 ans. J'étais toujours blessé. 2 hernies discales, je voulais pas me faire opérer parce que ma carrière serait finie. Fait que je prends de la cortisone, qui est très, très, très néfaste pour la santé. Donc, quand j'ai été libéré, c'était pour ma santé. Écoute, c'est des risques de paralysie là, quand tu te bats puis quand tu joues. Quand tu as 2 hernies discales, des fois, je pouvais pas bouger. C'était fou, là. Fait que c'était un blessing quand j'ai arrêté de jouer. Fait que, puis quand tu dis avec quel joueur j'aimerais me battre, mais il y a jamais personne que j'ai voulu me battre avec. Tu comprends? J'aimais pas ça. Je le faisais parce que c'était mon travail. Mais je pourrais pas te dire qu'il y a quelqu'un en particulier que j'aimerais ça parce que j'aimais pas ça. Ouais, je le faisais parce que c'était ma job, mais pas parce que j'aimais ça. Est-ce que t'étais stressé? Ben, j'imagine que non, parce que c'était un peu ton travail, mais je te pose la question quand même. T'es toujours stressé quand tu te bats parce que tu peux mourir, là. Ouais. Ça te passe par l'esprit. Tu peux mourir à chaque fois. Mais tu le savais avant d'embarquer sur la glace, okay, non, sûrement qu'il va falloir que... tu le sais pas. C'est ça l'anxiété. Tu le sais pas. Ça peut arriver ou peut-être pas. Il y avait aucune garantie. C'est pas comme un combat de boxe. Ça peut arriver comme ça peut pas arriver. Mais l'anxiété de penser que ça peut arriver, c'est assez stressant. Shit. Colin, moi, j'en stresse quasiment juste à y passer. Ah là, oui, mais quand c'est pas ton travail, tu t'as pas lâché pour faire ça. Fait que c'est pas pareil, là. Ça serait pas le même niveau aussi de combattant que t'aurais si tu faisais ça, mais... Je sais même pas patiner non plus. Ben, j'ai essayé de patiner, mais bon, des fois, ça j'ai même pas patiné, ça fait, je pense, 3 ans. Ouais. Mais c'est de valeur parce que mon père, peut-être un peu à cause de toi, Georges, mon père voulait toujours jouer au hockey. Fait que, pas vrai? Plus de basket. Mais je pense que le sport, que ce soit le hockey, basket, je pense que le sport est essentiel pour les jeunes. Hein? Tout jeune, adolescent, mais je pense que le sport est vraiment bien pour le travail d'équipe, pour t'apprendre une discipline. Oui, c'est vrai. Tout le sport. C'est pour ça que tous les enfants doivent faire du sport parce que ça leur donne une bonne discipline de vie. T'écoutes un professeur, tu t'entraînes pour t'améliorer à quelque chose, puis l'école, c'est un peu ça. Oui, 100%. On en lit un autre? Oui, pas de problème. T'appelles ça corsé, ça? Hein? C'est la question corsée. T'es pas trop corsé, mais là, j'espère qu'on s'éloigne un peu des bagarres parce que t'es tellement plus que ça. Ben oui, ça, c'est corsé un peu. Ah ouais? OK. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire inédite ou une anecdote que les gens ne connaissent pas nécessairement qui est arrivée pendant ton temps de jeu ou ta carrière? Avec, je sais pas, moi, Sidney Crosby ou avec un coach qui est arrivé, une histoire inédite que t'as pas trop raconté. Ou que t'as raconté, mais... Attends. Une bonne, elle est assez corsée, là. Non, parce que j'essaie de penser à quelque chose vraiment d'inédit qui serait bon à compter. Là. Aussi que... Attends. Là, il faut que je réfléchisse. Là. Quelque chose d'inédit, quelque chose de particulier. Ça se peut qu'on le joue en extrait aussi, là. Je te mets pas de pression, mais... OK. Je peux te compter celle-là. À un moment donné, j'avais une Viper, une Dodge Viper quand je jouais à Edmonton. Puis j'avais Mike Comrie, Paul Comrie. Il jouait avec moi à Edmonton. Puis je les avais amenés pour prendre une ride avec la Dodge Viper. Mais pas grand place, là, dans cette char-là. Non, c'était vraiment serré, mais je voulais vraiment les impressionner. J'allais super vite. Puis... j'ai presque manqué une curve, j'ai failli nous tuer. J'ai presque manqué une curve avec la voiture. Puis quand je suis revenu, je suis venu les ramener chez eux, puis j'avais le shake là, dans l'auto. Là. Je roulais genre à 50, en dessous de la limite. J'étais vraiment nerveux. Ouais. Puis son père, Bill Comrie, c'est lui d'ailleurs qui a créé les Bricks, les magasins de Bricks, là, c'est lui le fondateur de ça. Ultra riche, Bill Comrie. Puis... la rafale avait dit c'était un fou, il a failli nous tuer. Puis je m'en souviens, son père nous avait dit
la prochaine fois, je te laisse partir avec mes 2 enfants parce que si je veux juste en perdre un, je vais pas perdre les 2 d'une shot. Aïe, aïe. Pas longtemps après ça, Danny Hitley, il y avait eu l'accident qui est arrivé, que Dan Snyder était comme décédé quand il avait pas eu un accident avec une Lamborghini, une Ferrari. Puis, dû à ce que j'avais fait, puis l'incident de Danny Hitley, j'ai plus jamais conduit de voiture sport après. Après ça, je m'en ai débarrassé, puis j'ai juste conduit des trucks parce que j'étais trop fou au volant. Ouais. Wow, c'est quelque chose d'inédit. T'es jeune, tu joues dans la Ligue nationale, voiture sport, t'es cave, tu penses que t'es invincible. J'aurais pu mourir cette journée-là, puis ça m'a servi de leçon. Puis après ça, j'ai plus jamais touché. Les voitures sport m'intéressaient plus après ça. Wow. Je comprends ce que tu dis, parce que là, j'étais en location avec une voiture sport, puis c'est tentant de peser sa pédale. Ben non, mais voiture sport, qui va acheter une voiture sport pour rouler à 119? Ouais, c'est ça. Tu l'essayes. Puis... Oui, c'est sûr. Puis à un moment donné, quand tu as décidé de l'essayer, mais tu t'exposes à des incidents, des accidents. Mm-hmm. L'important, c'est que tout le monde est correct. Oui. Puis tout va bien. On arrive déjà quasiment à la fin. Ça fait quasiment 1 heure déjà qu'on jase. On a un petit cadeau pour toi. Fait qu'on va accueillir notre sommelier pour le présenter. Georges, d'être venu. On te remet une petite casquette de la Jazz pour un souvenir de votre cas. C'était bien que tu ne vois pas beaucoup. Moi, mais avec mes cheveux, je ne sais pas si Chuck... Je peux te montrer comment que... Check. Parfait. Ah, quand même, hein? Non, mais check, ça va. Ah, ben, elle pourra servir avec tous tes trophées, là, mettre ça sur une étagère. Puis ça, c'est pour toi, pour l'offrir ou exceptionnellement. Ah, super, c'était vraiment bon, ça. Merci beaucoup. Souvenir de ton passage ici. Un grand merci. Merci. D'avoir accepté l'invitation. Ça, si jamais quelqu'un de mes amis, ma famille, ben, je vous donne ça à Noël, vous allez savoir ça vient d'où. Tu pourrais leur dire les trucs que David t'a donnés aussi. Je vais m'en souvenir. Puis pour la casquette, ben, c'est un cadeau. On vient d'ouvrir notre site Internet pour offrir la marchandise en ligne. Oh, nice. Donc, T-shirt, casquette, coton ouaté, tout customable. Customable? Sur mesure. Sur mesure, c'est ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller dans le lien en bio pour commander votre merch. Georges, merci d'être venu. Merci d'être prêté à l'expérience. N'importe quand, c'est super le fun. Vraiment un chic type. Continue à faire ce que tu fais. C'est vraiment c'est admirable. Je pense qu'il y a besoin d'avoir plus de gens comme toi dans la société, surtout des gens qui ont une plateforme pour justement faire de notre planète un meilleur monde. Fait que, sincèrement, merci. Puis je sais que tu inspires beaucoup de gens qui nous écoutent. Dis-moi donc, là, avant qu'on se quitte, qu'est-ce qui s'en vient pour Georges? Je sais que ton horaire est rempli, mais as-tu des projets? On sort dans 1 mois et demi. Fait que as-tu des projets qui s'en viennent ou des sneak peeks que tu peux nous donner? La seule chose que je peux te dire, c'est que la grande majeure partie de l'été, quand je vais être en vacances, mon gars qui habite à Edmonton passe l'été avec moi pour s'entraîner parce qu'il va jouer dans WHL, la Ligue de l'Ouest, l'an prochain avec Seattle. Ouais. Fait que je vais être en entraînement avec lui sur la glace, puis hors glace, une bonne partie de l'été pour le préparer pour son camp d'entraînement. C'est comment que tu fais parce que c'est un camp d'entraînement que vous allez faire ensemble? Non, mais c'est comme il y a un coach privé qui fait du gym à tous les jours comme préparation, puis après ça, j'ai des coachs privés qui viennent sur la glace avec lui pour du power skating, des sessions de skill, puis j'embarque avec lui, je le fais avec lui et tout. Fait que non, c'est une grosse préparation pour lui parce que sa carrière junior commence cette année. C'est super important, la carrière junior. Oui, parce que c'est ça qui va déterminer s'il va être repêché à la Ligue nationale ou pas. Fait que c'est pour ça que sa carrière, c'est vraiment, il est dans un point pivot de sa carrière qui est là. Fait que je vais délaisser beaucoup de choses du côté business pour lui donner le plus d'espace possible pour son entraînement. C'est une fierté aussi pour toi que ton fils, il va un peu dans tes pas sans nécessairement aller dans les mêmes. Mais c'est pas une fierté pour moi qui va dans mes pas, c'est une fierté pour moi qui vit ses rêves. Moi, j'ai toujours dit, t'es pas obligé de jouer au hockey, tu fais ce que tu veux, je le supporte dans ce qu'il fait. Puis qu'il réussisse, qu'il réussisse pas, c'est une fierté juste de le voir actif puis de réussir par lui-même. Wow. Ben, super, super inspirant. Pour les gens qui nous écoutent, allez suivre Georges sur toutes les plateformes, allez lire son livre, écoutez la radio. Bref, suivez-le. Et puis, merci encore, Georges. Allez liker, sharer, commenter sur nos vidéos. Et puis, on vous laisse sur un petit aperçu de l'épisode qui s'en vient. Merci, la gang. À la prochaine.
Wow! Mais c'est ça, ça fait longtemps que je fais ça. C'est un choix de faire du bar, mais moi, ça me convient pas, j'aime ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui se couche tôt dans la vie. Tu sais, je suis quand même équilibrée, je suis saine d'esprit avec une folie, mais quand même, je sais ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blabla, mais ça me dérange pas. Ça leur appartient, c'est leur problème à eux d'être malheureux puis de pas avoir confiance en eux. Je veux dire, je vis de mon art. Je veux dire, j'ai ma maison, j'ai mon studio, j'ai une grande cour, je suis bien. C'est comme, mais je me suis concentrée sur ce que je fais. Puis je pense que tout le monde peut y arriver. C'est un grand aquarium, il y a de la place pour tout le monde, mais prends ta place. Être libre de pas faire du 9 à 5. Être libre de pas avoir de boss. Être libre de faire ce que je veux quand je veux. C'est pour ça.